Nous reprenons nos travaux avec, quand même une bonne voix, moi, avec la communication de notre confrère Charles de Lamberterie qui continue à l'Académie la grande tradition des spécialistes de grammaire comparée des langues indo-européennes et qui est en même temps linguiste, en même temps que philologue, et qui va nous parler des questions de lexique. C'est pourquoi vous avez un exemplier qui vous sera très utile, si j'ai bien compris. Mon cher Charles, vas-y. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Alors, pour ne pas abuser de votre patience, si je vous lisais un texte, ce serait beaucoup trop long, puisque le texte sera publié. Mon exposé oral sera un commentaire de l'exemplier. Alors, la Grèce et l'Orient, question de lexique. La question peut être envisagée de deux manières. Ce que la Grèce a reçu de l'Orient en matière de lexique et ce qu'elle lui a donné. Alors, comme on ne peut pas tout traiter, c'est uniquement le premier point que j'aborderai, puisque sur le deuxième point, il y a beaucoup plus compétent que moi ici, et nous en reparlerons pour les chantiers de fouilles où la civilisation grecque a été connue en Asie, ce qui évidemment a eu des conséquences en matière lexicale. Alors, mon exposé s'articulera en deux parties. Ce que la Grèce a reçu de l'Asie ou d'ailleurs, c'est le premier point, et deuxièmement, comment les Grecs, et ça sera en partie en continuité avec ce que vous avez entendu tout à l'heure de Véronique Schiltz, comment elle a traité ce qu'elle a reçu de l'Asie, comment elle a éventuellement adapté à son propre lexique. Alors, sur le premier point, il faut faire quelques généralités, si vous voulez, en matière d'étymologie grecque. Le grec, nous le savons, est une langue indo-européenne. Donc, le fond de la langue, tout ce qui est la grammaire, les pronoms, la flexion, les verbes être et les verbes avoir, enfin, tout le vocabulaire fondamental en grec est d'ascendance indo-européenne, ça c'est un fait qui est incontestable, et les emprunts concernent plutôt des domaines du lexique qui sont évidemment marginaux par rapport à ce vocabulaire fondamental. Ce n'est pas un hasard, et c'est connu depuis longtemps, si les mots empruntés, en général, sont des noms ou des adjectifs, qui désignent donc des objets, donc des réalités que les Grecs ne connaissaient pas, n'avaient pas hérité de la langue indo-européenne, mais qu'ils ont trouvé au hasard de leur histoire. C'est-à-dire que quand on considère les emprunts dans une langue, les racines verbales, par exemple, c'est exceptionnel. Ce sont essentiellement, bien sûr, des objets. Alors, il y a une histoire de la question qui est assez complexe. Donc, l'essentiel du vocabulaire grec hérité est d'origine indo-européenne. Et quelle est la part des emprunts ? Alors là, les savants ici ont beaucoup hésité. Il y a eu des balanciers. Alors, un savant qui a eu une énorme influence, disons, au début du XXe siècle, ça a été Kretschmer, notamment, qui a eu une grosse influence sur Meillet, et qui a considéré qu'il y avait, à juste titre, qu'il y avait dans le vocabulaire grec beaucoup de mots, de substantifs, justement, désignant des réalités diverses qui ne s'expliquent pas par le vocabulaire de l'indo-européen. Alors, après ça, on a eu énormément de débats. Il y a les débats, j'en reparlerai juste un petit peu plus loin, relatifs à ce qu'on appelle le pélagique. Pour faire bref, ce qu'on appelle le pélagique, c'est une couche du vocabulaire grec qui ne s'explique pas phonétiquement par le grec, mais qui s'explique par une langue indo-européenne autre que le grec. Et puis, il y a ce qu'on appelle le pré-grec,
et par pré-grec en général, on entend ce que le grec a emprunté ou a trouvé sur place, ce qui en grec vient de langues non indo-européennes, soit qui étaient sur place, disons du fond méditerranéen, crétois ou autre, soit emprunté par exemple à des langues anatoliennes ou à d'autres. Alors, je vous ai mis ici quelques points. Il y a des mots pour lesquels on peut légitimement hésiter, et ici, il est tout à fait nécessaire d'avoir des critères de méthode. Alors, au risque de paraître provoquant, je vous dirais que si on veut trouver une étymologie à un mot, on pourra toujours le faire. Et notamment dans le domaine indo-européen, parce que le domaine indo-européen est si vaste qu'on arrivera toujours à trouver dans une langue indo-européenne quelconque une syllabe radicale, un suffixe, un élément qui puisse se comparer à autre chose à l'intérieur de la famille des langues indo-européennes. Bon. Mais cela, si vous voulez, ça, c'est ce qu'on appelle chez nous le Wurzeletymologie, l'étymologie radicale. On a une partie du mot qui ressemble à quelque chose, mais le reste du mot, eh bien, il est inexpliqué. Or, ce qui est fondamental dans la démarche de la grammaire comparée, c'est la chose suivante. En matière étymologique, à l'intérieur du domaine indo-européen, l'essentiel, ce n'est ni la phonétique, ni la sémantique. Bon, la phonétique, elle a ses règles. La sémantique, elle a ses règles, encore que la sémantique, c'est l'histoire des mots, qui prend souvent des chemins tout à fait imprévus. Mais l'essentiel pour un comparatiste, pour un linguiste qui applique sérieusement les méthodes de la grammaire comparée, c'est la morphologie. Et ça, on le sait depuis Bopp. Ce qui fait la force de la méthode comparative, c'est la morphologie. La morphologie, comme vous le savez, elle a deux aspects. Elle a flexion, la morphologie flexionnelle, et elle a la formation des mots, en l'occurrence la formation des noms. Alors, pour qu'une étymologie indo-européenne puisse être prise en compte, il faut, et c'est l'essentiel, qu'elle obéisse aux règles de la morphologie indo-européenne. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre un élément à droite, un élément à gauche, dans une langue ou dans une autre, et les assembler de manière arbitraire. Il faut que cette combinaison obéisse aux règles de la formation des noms. Alors, je vous donne ici, dans les premiers points, les trois premiers points, 1, 2 et 3, des cas où des mots qu'on pouvait légitimement considérer jusqu'à une date récente comme empruntés soit à des langues méditerranéennes, soit à des langues orientales, ont maintenant une excellente étymologie indo-européenne. C'est le cas, par exemple, du nom du bouclier. Dans son dictionnaire étymologique, Pierre Chantraine dit qu'il est légitime de penser qu'un tel mot puisse être emprunté, mais il se garde bien d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'une source éventuelle, nous ne la connaissons pas. Mais maintenant, et ce n'est pas vieux, je vous ai mis la référence 2007, ce mot a une excellente étymologie indo-européenne. Pourquoi ? Parce qu'il obéit précisément aux règles de la morphologie. Bon, c'est notre confrère américain Melchert, certainement le plus brillant actuel des hittitologues, qui lui a trouvé une étymologie en admettant que le nom du bouclier est étymologiquement un nom du cuir, de la peau, c'est-à-dire de ce qu'on découpe, ce qui est du point de vue de la désignation extrêmement banale. On a précisément l'essentiel, et pour un indo-européaniste, c'est l'essentiel, on a une racine verbale. Une racine verbale qui signifie couper, découper, et cette racine, elle existe uniquement en anatolien. Mais l'anatolien, bien sûr, est fondamental, puisque c'est certainement l'une des plus anciennes, comme attestation, et également des plus archaïques des langues indo-européennes. Nous avons une racine qui signifie couper, découper, je vous ai mis les formes ici, en anatolien. Et quant à la morphologie suffixale, là, il n'y a pas de problème. Le suffixe is, idos en grec est attesté depuis le mycénien. Et nous avons un troisième larron, qui est l'adjectif latin
qui n'a rien à voir, bien sûr, qui est complètement isolé à l'intérieur du latin, comme le mot aspis l'est à l'intérieur du grec, mais l'étymologie, justement, la démarche comparative permet de renouer les fils qui ne sont plus visibles à l'époque historique. C'est l'adjectif qui signifie rude, c'est rude, âpre, c'est-à-dire étymologiquement coupant, ce qui, du point de vue de sémantique, est extrêmement banal, et en latin, le suffixe ro est bien documenté. Alors, même chose pour le nom du vin. Alors là aussi, une vieille chose. Traditionnellement, c'est la position que vous avez notamment chez Meillet, dans le dictionnaire étymologique du latin de Arnaud Meillet et d'autres, et Chantrel lui est plus réservé. On considère que l'huile et le vin sont des produits, disons, qui n'existaient pas chez les Indo-Européens. Est-ce qu'il faut dire les Indo-Européens, moi je dirais plutôt les peuples de langues indo-européennes, et que par conséquent, ces mots ont toute chance d'avoir été empruntés. Mais les cas de figure, le nom de l'huile, je ne vais pas rapporter ici, c'est élaion, qui est attesté des tablettes mycéniennes. C'est un mot qui est complètement isolé. Et élaion, vous pouvez essayer d'en faire l'analyse à l'intérieur de l'Indo-européen. Vous pouvez prendre une paire de ciseaux pour essayer de trouver une racine verbale, un suffixe ou autre. Ça ne marche pas. Bon, ça fait un tout indifférencié. Alors qu'il en va tout autrement du nom du vin. En effet, le nom du vin en grec, c'est oinos, qui a un correspondant en albanais et en arménien, donc des langues qui sont proches du grec, mais en latin, on a vinum. Alors, traditionnellement, vinum était raccordé à oinos, mais ce n'est pas possible, parce que nous savons très bien que le i de vinum est un ilon étymologique. Le ilon étymologique qui est attesté par les langues de l'Italie ancienne, autres que le latin. Donc, on a deux formes irréductibles l'une à l'autre, c'est oinos, oino, et wino. Et on a un troisième larron qu'on ne connaissait pas à l'époque de Meillet, mais qu'on connaît maintenant. C'est notamment Laroche qui l'a identifié dans les années 50, c'est qu'en anatolien, on a un nom du vin, wiono, qui, comme vous le voyez, présente le grand intérêt d'avoir le même vocalisme que le mot latin, mais un suffixe différent. Bon, alors, on pose une racine, je vous l'ai mis, qui signifie courber, tordre, envelopper, qui a désigné notamment la vigne, les vrilles de la vigne, et il est tout à fait possible, le vitis en latin, peut désigner les produits de la vigne. Et qui est désigné secondairement le raisin ou le vin. On peut admettre aussi, c'est une possibilité, qu'à partir du sens de presser, c'est le résultat du pressage, le jus du pressoir qui a été désigné, mais en tout cas, nous avons une racine verbale, nous avons une plausibilité sémantique, et surtout, nous avons un système de formation des noms qui entre dans les cadres de la morphologie de l'Indo-européen. Ce qui a été, je voudrais faire un article de Beckes, et je vous ai mis ici plusieurs parallèles. Donc, sur une même racine, respectivement, dans certaines langues, avec degré haut et avec degré 0, et bon, en grammaire comparée, nous estimons en général qu'au départ, il y avait ce qu'on appelle un paradigme alternant, et que certaines langues ont généralisé une des pièces du paradigme alternant et d'autres une autre pièce, ce qui nous donne ce que nous appelons les membra disjecta. Et ici, c'est parfaitement conforme aux règles de la morphologie de l'Indo-européen. Regardez par exemple le nom du sommeil, nous avons le degré haut en arménien, nous avons le degré 0 en grec et en slave. Le nom du siège, le grec a les deux. Et le nom de la peste ou de la famine, le grec a également les deux. Et entre parenthèses, mais ça c'est une question technique, c'est une racine à laryngale finale, comme vous le voyez, mais quand vous avez une formation à degré haut, la laryngale en question ne dégage pas de voyelles, c'est un fait qui est bien connu chez les indo-européanistes. Bon. Dernier point aussi, où on pouvait légitimement penser à un emprunt oriental, mais il vaut mieux y voir un mot hérité, c'est le nom de l'épée. Je renvoie pour le détail à la démonstration de Xavier Tremblay dans un article récent,
le mot est documenté en mycénien, qu'il rapproche, et il n'est pas le premier à le faire d'ailleurs, Benveniste en avait déjà parlé, d'une racine indo-européenne en indo-iranien qui signifie brandir l'épée. Alors ici également, le meilleur argument est de type morphologique. Si ce nom de l'épée avait été emprunté par le grec à une langue X ou Y, il est très probable que ça aurait été un mot de la première ou de la deuxième déclinaison. Or, nous avons ici, c'est un mot du type taïkos. Quand vous avez dans le lexique grec un mot du type taïkos, ce n'est pas impossible, mais il est très peu probable que ce mot ait été emprunté à une autre langue. C'est toujours l'argument morphologique qui est le plus fort. Bon. Alors, voilà. Donc ici, il faut se donner, disons, des critères, et on peut le faire maintenant avec les progrès de la grammaire comparée. Deuxième point, ce sont des mots, là aussi, dont au départ on ne savait pas trop d'où ils venaient. C'est le mycénien ici a un rôle essentiel. Dans ce nom, Wanax, le nom du souverain, du prince, également au féminin d'une déesse, et le chef de l'armée. Alors, le mot qui est attesté en grec dès le mycénien se retrouve parfaitement en phrygien. Traditionnellement, c'était encore la position de mes maîtres Chantraine et Lejeune, les mots phrygiens étaient considérés comme empruntés au grec, encore que Michel Lejeune ait laissé prudemment la question ouverte. Bon. Depuis, avec les nouveaux documents, je pense notamment aux travaux de notre correspondant Claude Brix, il est hautement probable que les mots phrygiens ne sont pas empruntés au grec, mais y correspondent. Donc ici, il faut remonter dans la préhistoire du grec, ce que nous appelons l'indo-européen balkanique. Alors, ça ne prouve pas que ces mots aient une origine, bonne étymologie à l'intérieur de l'indo-européen, mais en tout cas, ce ne sont certainement pas des mots empruntés à une date récente. Ce sont des mots qui viennent d'une certaine branche de l'indo-européen, celle du grec, du phrygien, qui, pour d'autres mots, inclut également l'albanais, c'était le cas du nom du vin, et pour d'autres mots de l'arménien, et donc on a un ensemble bien net. Alors, ça n'empêche bien entendu que les emprunts anciens, il y en a. Alors, un des plus nets, c'est le point 1.3, c'est le nom de la coupe et du bol qui est emprunté à l'anatolien. On l'a soupçonné depuis longtemps, mais alors là aussi, l'essentiel n'est pas sur la forme, l'essentiel est sur les emplois du mot. Le terme de base, c'est un mot louvite, langue anatolienne, qui désigne le ciel. Ce mot est lui-même apparenté au mot hittite, niépis, le ciel, qui est le correspondant du nom grec du nuage, du nom slave niebo, du ciel, etc. Alors, ce qui prouve là que cette étymologie est parfaitement juste, c'est que ce sont les emplois. Dans les textes du Louvet hiéroglyphique, le ciel, l'idéogramme pour le ciel, c'est un bol renversé. C'est-à-dire, c'est la voûte céleste qui est dans ce sens-là, mais évidemment, la course du ciel, quand le ciel passe sous la terre, le bol est dans l'autre sens. Et notre regretté confrère Watkins, certainement un des plus brillants comparatifs du XXe siècle, a écrit tout récemment un article, je vous renvoie pour le détail, où il a prouvé qu'on avait tout ce jeu, notamment d'un certain nombre de textes mythologiques de l'anatolien, dont on se trouve des retombées dans le grec, notamment dans des poèmes récemment découverts de Sappho, où on a le parcours du soleil, le soleil qui va dans son lit, etc. Et donc, ici, c'est certain. Bon. Alors, en ce qui concerne l'iranien, deux emprunts qui sont certains et qui sont très anciens, c'est le nom de la rose et pour le nom de l'arc,
Alors, qui sont connus dès le Mycénien. Alors, le nom de l'arc, je renvoie à de remarquables articles de Mavéniste, notamment de 1937, l'archécite, Véronique en a parlé. Bon, certains ont voulu lui donner à ce nom de grec de l'arc une étymologie indo-européenne, mais il est complètement isolé en grec, et donc ça ne marche pas. Bon. Et pour le nom de la rose, alors le nom de la rose lui-même iranien, d'où vient-il? Je n'en sais rien. Bon, mais que la source proche pour le grec, et à date ancienne, soit l'iranien, ce n'est guère douteux. Alors, quant au pélagique, on a beaucoup fantasmé, donc le pélagique, cette couche dans le lexique grec de mots qui viennent d'une langue indo-européenne, mais qui n'est pas le grec. Alors, Chantraine dit qu'un des exemples les meilleurs, et tout le monde est d'accord avec lui sur ce point, c'est le nom de la tour de la fortification Purgos, c'est-à-dire le nom du bourg et berg, etc., le nom de la hauteur. Bon, alors, s'il était isolé, ça ne prouverait pas grand-chose, mais on a pu prouver récemment qu'il y a un autre mot qui, du point de vue phonétique, a exactement le même traitement. C'est le nom du tumulus funéraire, qui est tumbos. Alors, tumulus, c'est un tumulus, mais c'est un tumulus funéraire, et que la base radicale est connue en grec dans le verbe tapto, dans taphos, et en plus, on a des correspondantes que je n'ai pas mis ici, pour ne pas alourdir, dans d'autres langues indo-européennes, notamment en arménien et en indo-iranien. Alors, donc, de ce point de vue-là, le grec a certainement reçu de l'Orient, mais moins qu'on ne l'a dit pour certains mots, et plus qu'on ne l'a dit pour d'autres. Et maintenant, et je rebondis sur ce que Véronique nous disait tout à l'heure, l'essentiel dans l'histoire des langues, c'est moins l'origine, le fantasme de l'origine, vous savez, c'est jamais très bon signe, mais l'origine des mots, mais c'est de pouvoir reconstituer le parcours de ces mots. C'est-à-dire, une fois qu'il est établi qu'un nom ou un mot grec est emprunté à une langue, il faut voir comment le grec l'a acclimaté à sa propre langue, comment il l'a reçu. Alors, on en a parlé beaucoup, peut-être que Suzanne Big en parlera cet après-midi pour des noms comme l'arsenic ou autres, mais j'aborderai ici uniquement, et en continuité avec ce qui nous a été présenté par Véronique, un certain nombre de mots grecs, de noms grecs qui sont d'origine iranienne. Alors, ce point que le grec a acclimaté à sa propre langue, a intégré un certain nombre de noms dont l'origine iranienne est incontestable, ce point, le premier savant qui l'ait reconnu, c'est Michel Bréal, dans sa thèse de doctorat, sa thèse complémentaire. Vous savez, sa thèse française, c'est Hercule et Cacus, ce monument de la mythologie comparée, et sa thèse complémentaire en latin, je vous ai cité, sur les noms perses, les nominibus au sens de noms propres, bien sûr. Ça serait sur quoi Werbi, sinon. Bon, et il a bien prouvé que les Grecs avaient intégré ces noms à leur propre langue. Alors ça, c'est quelque chose de très banal. Bon, on en a des noms propres étrangers, donc ça va pour les noms personnes, ça va également pour les toponymes. Bon, certains exemples, qui est bien connu, que rappelait l'ami collègue Christol, l'amiral Yamamoto doit une bonne partie de sa célébrité au fait qu'en français, Yamamoto, ça veut dire quelque chose. Bon. Et ici, pour remonter un petit peu plus haut, la famille Krupp, bon, eh bien, pendant la guerre de 14, la grosse Bertha, tout le monde connaît comment le mot Krupp a été récupéré par le français pour se moquer justement de l'ennemi. Bon, donc c'est un phénomène qui est, du point de vue de la linguistique générale, est extrêmement banal. Alors, on en a plusieurs exemples. Un qui est bien connu ici, c'est des anthroponymes avec le nom iranien du dieu, que le grec a adapté Baga, le nom du dieu, qui devient Méga.
Alors, il y a notamment pour certains mots un intermédiaire lycien qui est maga, qui justifie le M. La variation BM est assez banale du point de vue de la phonétique générale, mais le E, lui, baga ou maga, ça ne peut pas donner méga. Ça ne peut donner méga que si il y a une assimilation au nom propre héroïque du type mégatlès, etc. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, Bréal l'a très bien prouvé, Rüdiger Schmidt, le meilleur spécialiste actuel depuis la mort de notre confrère Mayrhofer, l'a prouvé aussi dans Méga Fernès, donc celui qui a le grand Farnas, c'est l'éclat, la gloire en iranien. Eh bien, Farnas, ça ne peut pas donner Ferne, mais il y a en grec un mot Fernet. Donc, il y a un phénomène de paronomase qui joue. Alors, cela, Bréal l'avait pressenti, et maintenant nous pouvons aller beaucoup plus loin, car, comme vous le savez, notre connaissance de l'onomastique du vieux perse a fait des progrès gigantesques depuis qu'on a découvert à Persépolis, dans les années 50-60, les fameuses tablettes élamites. Donc l'élamite est une langue indo-européenne où on a des listes entières de noms de notables de l'empire achéménide, et ça a accru de manière considérable notre connaissance du lexique perse. C'est pour ça que les mots qui sont avec des astérix ici, Bagapana, qui signifie en iranien, en vieux perse, protéger les dieux, est connu par la tradition indirecte, donc par les transcriptions en élamite, et par les emprunts au grec. Alors, même chose pour les achéménides. Aramanish, ça ne peut pas donner Achaïménès. Ça donne Achaïménès. Pourquoi? Parce qu'en grec, dans l'onomastique grec proprement grec, on a beaucoup de noms héroïques en Ménès, Ménos, l'élan vital, etc., mais également en Aïménès. Et Hara, ça ne peut pas donner Achaï. C'est strictement impossible. Et si ça donne Achaï, c'est parce qu'il y a eu également une assimilation avec le nom des Achéens. Alors, également pour le nom des Perses lui-même, vous passez Parsa, en grec ionien, ça doit donner Persès avec un eta, et on a Persès avec un epsilon. Alors, les premiers linguistes en ont tiré, si vous avez pour eux, des considérations sur la date de la loi de Stoff, en disant que la loi de Stoff, l'abrègement d'un état dans ce contexte, c'est nécessairement un phénomène tardif. L'argument est tout à fait sans valeur. Si on a un epsilon dans le nom du perse, c'est par assimilation, quelle que soit la forme exacte que nous connaissons, mais l'intermédiaire ionien avait certainement un état dans la syllabe initiale, Persès. Si Persès est devenu Persès, c'est par assimilation à l'onomastique grec. Donc Persès, je vous rappelle que dans le poème d'Hésiode, c'est le nom de son frère. Perséus, le héros est connu dans les poèmes homériques, et l'assimilation est complète, bien sûr, avec Herschel, Persépolis, l'armée du grand roi, dévastatrice de la Grèce. Donc, c'est l'ennemi comme dévastateur. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'ici, vous avez le mouvement contraire, c'est-à-dire le nom de la ville de Persépolis lui-même ne s'explique que par l'influence de ce composé grec. Parce que sinon, ce serait Persopolis, tout ce que vous voulez, mais ça ne peut pas donner Persépolis. Le « et » de la deuxième syllabe de Persépolis est nécessairement dû à cette intervention. Alors, Véronique, tout à l'heure, a mentionné, et je rebondirai là-dessus en donnant, si vous voulez, le dossier d'une manière des détails plus détaillés, mais sur le point d'arrivée. Le nom du pont euxin, au départ, c'est Axeinos. C'est de couleur sombre. Alors, Véronique l'a bien dit, c'est une dénomination géographique du nord, c'est-à-dire le point qui ne reçoit pas le soleil. Et alors, Rüdiger Schmidt l'a très bien montré dans plusieurs études, c'est une vision géographique qui est proprement iranien, puisque pour l'Empire achéménide, on a la grecque, la mer Noire, c'est la mer du Nord. Elle est au nord de l'Empire, au nord-ouest, mais nord quand même, ce qui dit très bien d'Hérodote. Et
ça ne se conçoit que dans le cas d'une opposition avec la mer du Sud, qu'on appelle la mer Rouge. Rouge signifie ici, le rouge ici comme la couleur la plus éclatante. Donc la mer du côté lumineux, c'est-à-dire du côté sud. Et ce que l'on entend par la mer Rouge, c'est non seulement ce que nous appelons la mer Rouge, mais également, d'une manière plus générale, le golfe Persique. Donc ça vient d'une dénomination géographique qui est proprement de l'Empire achéménide. Alors, comment est-ce que le grec l'a exploité? Alors, le premier auteur chez qui on trouve Axeinos Pontos et également Euxeinos Pontos, c'est Pindare. C'est pour ça que je vous ai mis le texte. Donc, je vous lis brièvement la traduction plus récente dans l'édition de Gauthier-Lieberman. Poussés par les souffles... Alors, il s'agit de l'expédition des Argonautes. Donc, les Argonautes passent de Grec, ils passent le Bosphore, donc poussés par le vent du sud, et au sortir au nord du Bosphore, eh bien, on débouche dans la mer Noire. Ils parvinrent à l'embouchure de l'Inhospitalière, où ils établirent un saint sanctuaire de Poséidon marin. Un troupeau rouge sombre de taureaux thraces se trouvait là, ainsi qu'un récent autel de pierres creusées. Alors qu'ils se jetaient dans un profond péril, ils demandaient dans une prière au maître des navires d'échapper à l'irrésistible mouvement des roches qui courent l'une contre l'autre, car elles étaient deux créatures vivantes qui roulaient plus rapides que les rangées de vent, terriblement grondants. Mais voilà que cette expédition de demi-dieu leur apportant une fin. Eh bien, ici, Pindare fait consciemment, il explique l'étymologie qu'il donne. Pourquoi est-ce que cette mer est inhospitalière? Parce que quand on débouche du Bosphore, quand on vient de Grèce, on a ces deux récifs que nous appelons les Sumplégades, lui les roches Sundrobones, qu'on appelle aussi les roches Cyanées, une du côté ouest, du côté de la Turquie d'Europe, et est de la Turquie d'Asie, qui étaient réputées, alors soit des roches errantes, soit des roches qui s'entrecôtent, qui s'entrechoquent. Il y a tout un débat sur ces roches qu'on appelait les planctailles chez Homère, mais en tout cas qui étaient dangereuses pour les navigateurs. Donc si cette mer est inhospitalière, nous explique Pindare, il fait clairement ici l'étymologie, c'est une explication. Alors, est-ce que c'est lui qui l'a inventé, est-ce qu'il a reçu de certaines traditions? Je suis incapable de vous le dire, mais ici, et ce n'est pas tellement, c'est pour ça que j'ai voulu insister là-dessus, ce texte est rarement cité et analysé dans les ouvrages qui ont trait à la question. C'est parce que, justement, ce qui est inhospitalier, ce sont ces récifs dont il faut se méfier quand on arrive sur la mer Noire. Alors, d'où, évidemment, le phénomène qui s'est passé de l'euphémisme Axeinos, inhospitalier, transformé en Euxeinos, hospitalier. Alors, le plus ancien exemple se trouve également chez Pindare. Alors, c'est toujours, et quand on dit le pont Euxin, on pourrait traduire le pont hospitalier, ou la mer hospitalière. En fait, dans ce passage ici de Pindare, cette dénomination n'est absolument pas expliquée, donc elle est déjà arbitraire, si vous voulez. Autrement dit, je pense que les traducteurs, comme ils le font, ont raison de dire le pont Euxin. Bon, c'est un petit peu, si vous voulez, quand on a un auteur grec qui s'appelle Hippocrate, on ne va pas le traduire en français par la force chevaline. Le mot est déjà, il faut le prendre comme ça. Donc là, le mot, si vous voulez, même si d'origine c'est un mot euphémistique, ici, c'est une pure dénomination. Alors, ce qui va se passer chez Euripide, et vous pourrez lire le dossier, je l'ai mis en entier, c'est que chez Euripide, d'abord, dans la tradition manuscrite, on a la forme axeinos, qui est une forme ionienne, bien entendu, est souvent atticisée en axénos. Donc la forme du grec attique du mot qui veut dire hospitalier. Et axénos avec un epsilon, donc une syllabe brève, est souvent assuré par le maître. Quelquefois on a axeinos, et quelquefois on a, même dans la tradition manuscrite, euxeinos. Alors, à tort ou à raison, quand on a euxeinos dans la tradition manuscrite, mais euxeinos et axeinos, du point de vue métrique, sont équivalents.
les éditeurs le corrigent. Bon, je n'ai pas de choix à faire. Il faut simplement constater que, si vous voulez, la tradition du texte elle-même est le produit d'une interprétation. Bon, mais l'important, ce sont ces passages, et notamment, bien sûr, dans Iphigénie à Tauride, donc au bord de la mer Noire, des étymologies. Alors, vous l'avez regardé dans le passage d'Andromaque, sur la Néphargo, franchir l'onde inhospitalière des cimes Plégades. Alors, marine ou pontique, là aussi. Est-ce que c'est générique ou spécifique? Impossible de le savoir, bien sûr. Mais ce texte, bien sûr, fait directement allusion au texte de Pindare. Alors, Euripide, il nous le donne, mais regardez le texte de le bas de la page 2, qui est traduit en haut de la page 3, Iphigénie. Aujourd'hui, j'habite en étrangère. J'ai essayé de le rendre plus ou moins droitement de cette manière. Les lieux de séjour arides de la mer hostile aux étrangers. Donc, vous avez un jeu évident entre axeinos et xeina. Et axeinos qui est repris par les composés privatifs, agamos, ategnos, etc. Donc, c'est une intégration pure et simple, ici, et qui est revendiquée par l'auteur. Alors, quelquefois, on ne peut pas savoir si le mot s'il y a une interprétation ou si c'est déjà, ça devient déjà arbitraire. C'est le cas du vers 438, axeinoi kataponton. C'est l'île Leuquée où se trouve Achille. Bon, il ne l'explique pas, donc comment il le comprenait, j'en sais rien, comment les gens... Bon, mais quelquefois, c'est donné. Et alors, regardez, dans Médée, c'est encore plus net, le dernier passage, toi qui des cimes Plégades, les roches de sombre azur, quitta l'inhospitalier passage. Et donc, vous avez axénotatone, axénotatane, donc là, c'est vraiment la trace directe d'une intégration du mot étranger dans l'ex grec. Alors, cette intégration, et j'arrête là. Et deux derniers points, Pindare n'a pas inventé polyxeinos et axeinos, il les a trouvés chez Hésiode, mais chez Hésiode, ça s'applique à des personnes. On le retrouve chez Euripide, ça s'applique également à des personnes, mais ce qui est intéressant, c'est les deux passages ici, 2, 3, 4, 3, quand vous avez chez Sophocle un mouillage inhospitalier sans vaisseau, ou le havre, le port, est-ce que cet emploi de axénos en parlant de lieu d'accueil pour les marins et non pas de personnes, est-ce qu'il faut y voir l'influence justement du toponyme axeinos? Rien ne permet de le prouver, rien ne permet de l'exclure. Bon. Et dernier point, très rapidement, la mer Noire. Alors, cette désignation de la mer Noire, en fait, on ne la trouve pas à époque ancienne, elle est moderne. On trouve notamment en turc. Et alors, en turc, ce qui est intéressant, c'est que, comme le pont Euxin, c'est la mer Noire, la mer Méditerranée s'appelle la mer Blanche. Donc, l'opposition de Karadeniz et Akdeniz. Donc, le terme est visiblement, les Turcs en ont une analyse constante. Alors, est-ce que dans la littérature grecque, on trouve cette expression mer Noire? Il y en aurait un passage possible, puisqu'il est dans l'Iphigénie à Tauride. Donc, il s'agit bien de la mer Noire, puisque l'Iphigénie se trouve au bord de la mer Noire. Mais en fait, et comme l'ont prouvé la plupart des linguistes, notamment Rudiger Schmidt, le passage ne prouve pas grand-chose, puisqu'il pourrait très bien être une pure réminiscence homérique, ou c'était une épithète, disons, générique, une épithète de nature de la mer en général, et non pas la définition spécifique d'une mer en particulier. Alors, donc, j'ai voulu insister là-dessus. Bon, l'origine des mots, c'est bien, mais pour un linguiste, c'est aussi l'accueil de ces mots dans une langue qui est absolument essentielle.